Donc, il y a quelques secondes à peine qui se sont écoulées. Le second sujet, enfin c'est le principal même que je voulais aborder dans la section suivante, c'est la connaissance dans la société. Et là, essentiellement, où je veux en venir, c'est un peu je pourrais en parler très longuement, là, mais peut-être que je vais le faire parce que c'est important, mais c'est surtout une genre de mise en garde, si on peut dire, par rapport à pour les citoyens qui sont tirés au sort dans le groupe constituant et éventuellement pour des citoyens qui feraient partie d'institutions politiques où on ferait usage du tirage au sort. C'est important de comprendre que ces citoyens-là, c'est pas ça que je voulais dire. Ce que je vais le formuler d'une manière différente. Je pense que ça va être un réflexe, en fait, pour ces citoyens-là, pour donner une image, là, de se jeter dans les bras des académiques universitaires. Je pense que quand on connaît moins un sujet, si quelqu'un vient avec l'idée que c'est un prof d'université ou qu'il y a une autre fonction, disons, avec un statut important comme ça, que les citoyens tirés au sort vont naturellement trouver une certaine sécurité. Ils vont se dire, ben eux, le reste de la société nous dit qu'ils savent quelque chose. Puis c'est vrai. Mais malheureusement, ma compréhension de l'université est un petit peu différente de celle-là. Entre autres parce que, et puis là je mets mes cartes sur table, parce que moi-même je suis hors de cette institution-là. Hein, je fonctionne en dehors de ça, et donc j'ai une vision un peu différente et peut-être plus critique que les personnes qui sont à l'intérieur de l'institution universitaire elle-même. Mais ce que je veux bien vous expliquer, c'est que la connaissance se trouve pas toute là. Hein. Vous le savez sans doute, mais c'est important de le garder à l'esprit. Et dans la consultation que vous allez faire, ou les consultations que vous allez faire, c'est important de savoir que la science et la connaissance qui se trouve à l'université est aussi généralement d'un certain type. Ce que je veux dire par là, c'est que c'est généralement parce que le système universitaire est souvent institutionnalisé, c'est un type de connaissance ou de science qui va avoir tendance à coller plus à la volonté du pouvoir ou à la conscience, pas la conscience, mais aux intérêts, si on peut le dire, du pouvoir. Autrement dit, malgré que l'université soit un lieu où il y a un peu de liberté, ça reste un lieu où il y a d'autres influences qui font en sorte que beaucoup des professeurs universitaires dépendent de l'argent de l'État, vont dépendre de l'argent évidemment de l'État, ça va de soi, mais ils vont dépendre de l'argent aussi de groupes économiques, hein, de différentes organisations qui vont créer des chaires, créer des instituts et leur donner des sous. Hein. Un exemple ludique qui me vient à l'esprit, c'est l'Institut économique de Montréal. Je mettrais institut entre guillemets, parce que c'est, à mon avis, pas des sommités intellectuelles qui se trouvent là, mais c'est essentiellement des mécènes qui sont à la charge, à la solde plutôt, de gens riches au Québec. Hein, vous pourrez aller fouiller là-dedans, ça vous intéresse, mais quand vous voyez ce nom-là, vous vous dites, ah wow, Institut économique, c'est certainement des gens qui connaissent, qui savent ce dont ils parlent, mais ces gens-là, en fait, ont été financés par des gens qui sont allés les piger parce que c'est les seuls qui pensent un peu avec ces idées réactionnaires-là. Et donc, il faut faire attention. Mais l'université en tant que telle aussi aurait tendance à vous dire d'avoir à peu près la perspective suivante. Il y a peut-être 15% des profs à l'université qui pensent vraiment, ou dont la production intellectuelle est vraiment d'un grand intérêt pour le peuple. Hein, ou disons qui sont collés aux intérêts du peuple. Le reste, ils vont être soit neutres ou parfois même dans l'autre bande qui se trouve un petit peu à la solde d'autres types d'influence. Il faut aussi comprendre, bon, ça je me développerai un peu sur cette idée-là, mais ce que je veux dire, c'est que si vous allez dans une faculté de droit, par exemple, il risque d'avoir un ou deux professeurs qui s'intéressent à l'expérience que le groupe constitution fait. Puis pour les autres, c'est un petit peu le genre d'aberration, puis ils préféraient éviter la chose s'ils pouvaient, puis ils participeront tout simplement pas. Hein. Évidemment, si ça devenait une institution permanente, là, ces gens-là vont se lever puis vont se mettre à parler. Et c'est là que ça devient un petit peu plus problématique. C'est qu'à l'heure actuelle, c'est plutôt des marginaux à l'intérieur des facultés de droit, des facultés de sciences politiques qui vont s'intéresser à une expérience comme ça. Mais si on a une assemblée constitutionnelle permanente,
on va avoir un ensemble de personnes qui vont venir expliquer leur point de vue devant ce type d'assemblée-là. Et c'est là où les citoyens vont devoir faire un acte d'esprit critique et savoir que l'université fait partie, à l'heure actuelle, des pouvoirs dans la société et qu'elle est un peu... comment est-ce qu'on pourrait le dire? Il y a des mots il y a un mot qui me vient à l'esprit, mais malheureusement, c'est pas du très bon français. C'est un peu comme s'il accote le pouvoir. C'est-à-dire que si on sort, par exemple, d'une séance de Sciences Po, souvent, ces gens-là vont travailler pour des partis politiques. Fait que avoir le titre de politicologue, ça ne veut pas dire grand-chose. Dans le sens que il y en a certains que c'est des véritables grands esprits, ou que c'est des gens qui pensent, puis qui sont indépendants, puis qui sont capables d'avoir un esprit critique par rapport à d'autres institutions, dans ce cas-ci, à des partis politiques. Mais il y a beaucoup de ces gens-là qui, font un peu comme rentrent dans la game, puis sont un petit peu à la solde ou suivent la marche qui est donnée par d'autres. Et donc, l'université va toujours être un lieu où il va y avoir, à mon avis, une minorité de personnes qui vont avoir des idées plus intéressantes, puis une majorité qui a quand même une fonction, puis qui ont quand même une importance. Et cet autre 85%-là, pour la masse de ça et les meilleurs parmi eux, une de leurs fonctions dans la société, ça va être de prendre la connaissance qu'il y a ailleurs, d'en prendre connaissance et de la transmettre aux étudiants. Mais l'innovation et la capacité de véritablement innover, changer les choses, va quand même, à mon avis, rester, peut-être quand j'aurai tard dans une société du futur, mais va rester l'apanage d'une minorité de professeurs, entre autres, ou d'acteurs à l'intérieur du milieu universitaire. Pour des raisons un peu humaines, c'est qu'une institution, finalement, ça fonctionne souvent comme ça. Autrement dit, quand on a une institution, on a tendance à avoir une masse de personnes qui suivent le sens de cette institution-là. Évidemment, il y aurait tout un questionnement là par rapport à est-ce qu'on ne pourrait pas changer certaines choses à l'université. Je vais vous donner un exemple pour être un peu provocateur par rapport à certaines personnes. Les facultés de droit. Les facultés de droit sont nées à une époque où les premières universités venaient d'être créées. Et puis, à cette époque-là, la manière que ça fonctionnait au début, avant les facs de droit, en fait, c'est que les étudiants engageaient des professeurs. Fait qu'imaginez ça, c'est ça une université au début. C'était pas l'État qui finançait tout ça, c'était des étudiants qui se sont dit, on va se faire comme une corporation, engager les professeurs, puis partager la connaissance comme ça. Et éventuellement, l'Église a regardé ça, puis s'est dit, ouais, ben là, c'est nous la référence importante culturelle dans la société, puis ces universités-là vont être à notre sol, entre guillemets. Puis l'Église, donc, a commencé à avoir une mainmise très importante sur les universités. C'est devenu, en gros, des facultés de théologie, et c'est comme ça que ça a commencé. C'est la deuxième phase. T'sais. Par la suite, les États européens ont regardé ce qui se passait, puis eux, les États qui étaient en train de se créer, c'était des monarchies, mais c'était aussi des États qui étaient en train d'agrandir. La France n'est pas née à un gros bloc comme ça s'est comme assemblé par morceaux, et puis dans ce processus de construction d'un État-là, eux avaient besoin, entre autres, de juristes, ils avaient besoin de fonctionnaires. Et pour être fonctionnaire, à l'époque, les principaux, du moins, étaient des gens qui avaient une formation en droit pour comprendre la logique d'un État. Et donc, les facultés de droit ont été parmi les premières à être créées. L'autre grande faculté de l'époque, c'était la médecine. Et si on regarde aujourd'hui, puis par la suite, évidemment, là, ensuite, il y a les sciences sociales qui sont nées, il y a les sciences matérielles ou les sciences de la nature, comme la physique, la biologie, tout ça. Et tout ça, ça s'est agrégé, puis les universités ont changé de rôle par la suite. Sauf que, historiquement, ces deux facultés-là, la théologie a un petit peu pris le bord là, dans nos sociétés, mais les deux facultés de droit puis de médecine, historiquement, ont gardé une importance à l'université très importante, et par l'effet de ça, ou avec ça comme un pied d'attache, ils ont aussi développé une importance très importante dans nos sociétés. Parce que leur rôle dans la société dépend aussi de leur capacité ou de leur situation à l'université.
pas en totalité, là, mais en partie. Et le résultat de ça, aujourd'hui, c'est que on va à l'université, puis tu as une faculté de droit où tu peux étudier le droit, puis rentrer dans ça. Puis à côté, tu as des facultés de sciences sociales où tu peux étudier différentes sciences sociales, puis là, faire l'étude donc des sciences sociales. Mais en réalité, le droit fait partie des sciences sociales, fait partie des sciences humaines, sauf qu'ils ont réussi, on a vraiment, à ma connaissance, il n'y a pas grand monde qui a, je ne sais même pas s'il y a des gens qui ont remis ça en question, mais ces facultés-là, au lieu d'être intégrées dans le groupe des sciences humaines, puis d'être une parmi d'autres, mais aussi, c'est un point important, au lieu d'être, en étant une parmi d'autres, au lieu de permettre à des étudiants donc d'avoir une majeure en droit puis une mineure en sociaux, ou une majeure en sociaux puis une mineure en droit, on a resté dans un système un peu avec une ségrégation entre le droit puis les autres sciences humaines. Et ce que ça l'a fait, ça, c'est que, justement, cette science-là, qui est très importante, a été gardée à l'écart du reste des sciences humaines. Et il y a plein d'autres éléments qui s'ajoutent à ça, comme le fait que la plupart des jeunes personnes qui vont étudier en droit ont une intention qu'on peut appeler douteuse. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas nécessairement une intention d'aller promouvoir la justice dans la société, mais ont plus l'intention d'aller faire de l'argent en vendant leurs habiletés juridiques ou leurs connaissances juridiques à différents acteurs, les grandes compagnies et puis différents groupes comme ça dans la société qui peuvent en faire des gens plus ou moins aisés. Et donc, tout ça, ça fait qu'il y a comme une élite de juristes et d'avocats plutôt qui s'est créée, qui se maintient dans nos sociétés et qui, à l'université, ont leur précaré, puis leurs connaissances, qui sont pourtant extrêmement importantes pour le reste de la société, restent pas complètement, mais quand même relativement séparées du reste des sciences humaines. Puis ça, c'est un exemple. On pourrait parler des médecins aussi, qui ont aussi des privilèges et puis qui ont un très grand syndicat au Québec qui s'appelle le Collège des médecins du Québec, avec des privilèges énormes qui leur permettent de garder leur rôle privilégié au détriment du bien-être du reste de la société. Et donc, ça où je veux en venir, c'est que si on prend les facs de droit, justement, où on va produire des constitutionnalistes qui ensuite viennent nous dire, nous, c'est ce qu'on pense qu'il y a dans la Constitution, la réalité, là, sociologique d'une fac de droit, c'est ça. C'est les professeurs, il y en a quand même plusieurs qui ont tendance à être plus progressistes que leurs étudiants, heureusement, parce que quand on se lance dans le droit, si on décide de devenir prof, on accepte habituellement, ou peut-être, là, d'être un petit peu moins riche que si on était un grand avocat qui ferait beaucoup de sous. Donc, ils ont une idée plus académique de la chose, et puis heureusement, les professeurs restent des gens un petit peu plus ouverts d'esprit que le reste de leurs étudiants, le reste de la faculté. Mais, ou du moins mieux intentionné, avec un esprit plus démocratique et moins élitiste, moins égoïste. Mais reste que ces gens-là doivent quand même répondre à la demande que la société a, puis la majorité, j'aurais tendance à dire, des professeurs dans une faculté de droit va avoir tendance à être un petit peu du bord de la profession. Et donc à ne pas être nécessairement dans l'intérêt du peuple. Et évidemment, il y a des constitutionnalistes aussi qui vont toucher au droit constitutionnel ou qui peuvent venir vous dire, moi je suis un juriste ou un prof de droit puis qui connaissent le droit constitutionnel plus que la moyenne des gens, évidemment, et qui peuvent tenter de vous convaincre d'aller dans un certain sens avec les connaissances qu'ils ont. Et la capacité, c'est des avocats, la capacité de persuader qu'ils ont, sauf que leur idéologie, leur philosophie, puis la raison pour laquelle ils sont là, c'est pas nécessairement parce que c'est les personnes les plus habilitées à être là, c'est parce que ces gens-là ont réussi à garder des privilèges. Et donc, il faut être... Puis ça, c'est un exemple. Je pourrais vous parler des facultés d'éducation. Les facultés d'éducation au Québec et ailleurs dans le monde sûrement, c'est des facultés aussi qui ont utilisé le privilège qui ont tenté de garder un genre de monopole sur l'ensemble du système d'éducation au Québec
qui, à mon avis personnel, je ne suis pas un spécialiste, mais quand même, en m'intéressant aux questions publiques, je me suis quand même penché un peu là-dessus, qui, dans mon avis personnel, a été extrêmement questionnable ou néfaste à certains égards pour le système d'éducation au Québec, dans le sens où ils sont devenus, ils ont fait en sorte qu'ils deviennent eux-mêmes un genre d'incontournable pour intégrer le système éducatif. Et ça l'a empêché beaucoup de personnes de devenir prof. Par exemple, en Europe, si on étudie en histoire, on peut passer un concours, puis ensuite, on devient prof d'histoire. Au Québec, il faut absolument passer par la voie de la faculté d'éducation. Et ce que ça fait, c'est que tu as des gens très passionnés en français, en histoire, en plein de domaines, qui n'intègrent pas le système d'éducation parce que ce genre de monopole là, des facultés d'éducation sur le reste du système éducatif a créé un blocage, hein, a créé ils ont empêché finalement ces gens-là de partager leurs connaissances avec les jeunes. Et donc, ça crée une genre de diminution de la qualité de l'éducation. Et ça crée un système d'éducation qui n'est pas à la hauteur nécessairement de ce qui pourrait être dans une société où on profiterait de toutes les connaissances qui sont là. Puis là, bon, c'est un peu sommaire comme critique, puis évidemment, c'est un peu risqué aussi de faire ça parce qu'il y a des gens puissants dans ces facultés-là, mais je veux dire, c'est surtout risqué de faire une critique comme ça sans faire les nuances appropriées. Et bon, et on pourrait continuer. Hein. Mais globalement, au-dessus de tout ça, là je vous parle de sujets un peu de facultés en fait spécifiques, mais au-dessus de tout ça, l'université a toujours été un lieu important de pouvoir depuis sa création. Depuis que l'université a été créée, premièrement, l'Église s'est dit « Ouais, mais là, on ne peut pas les laisser aller comme ils veulent. Il faut qu'on mette la patte dessus. » T'sais. Puis ensuite, c'est l'État qui a mis la patte dessus. Puis ensuite, c'est l'économie. Et on est à l'époque de l'économie. Et donc, je parle d'une histoire de quelques siècles. Et à notre époque, le gros de l'histoire, c'est le même que dans le système politique. C'est que l'économie prend beaucoup de place à l'université et puis l'influence de l'argent s'immisce dans le système universitaire de manière très importante. On est quand même choyé au Québec d'avoir, surtout chez les francophones, une indépendance plus grande de notre système universitaire par rapport à d'autres nations. Sauf que, malgré tout, on est quand même dans ce système-là comme les autres. Là, ce que je veux dire, c'est que si on va aux États-Unis, où toutes les universités sont privées, ou on va en France, où toutes les grandes écoles sont pratiquement privées, où il faut payer pour rentrer, là, on tombe dans des formes d'élitisme aussi qui font détriment à la société sur le long terme. Hein. Puis globalement, ce que ça fait, c'est un des aspects, là, d'un, ça influence le type de recherche, ça influence qui a de l'influence à l'université, mais ça influence aussi qui a accès à l'université. Et une des incidences de ça, c'est que dans un pays comme les États-Unis, les riches gardent l'accès à l'université, surtout pour eux. Ils intègrent un petit peu des pauvres en temps pour faire bonne figure, mais ils gardent cette influence-là dans leurs mains, et puis de cette manière-là, ils gardent leur influence sur la société, puis ils dominent le reste de la société, entre autres, avec cet outil-là, ou en utilisant notamment cet outil-là. Et puis donc, rompre ça, et puis permettre un accès plus large à l'université, et un accès, pas un accès, mais une influence moins grande de l'argent à l'université, est d'une importance capitale pour préserver leur indépendance. Malgré tout ça, l'université étant ce qu'elle est, il y a toujours des individus, je pense entre autres à des professeurs, mais des chercheurs parfois aussi souvent, qui à l'université, malgré toutes ces influences-là, vont rester plutôt indépendants d'esprit ou même un petit peu à contre-courant. Hein? Des fois, quand le courant va dans un sens, il y a des gens qui poussent dans l'autre sens pour tenter de refaire un équilibre. Et il va toujours y avoir dans toutes les universités du monde des gens qui vont être un petit peu plus... pas exactement ouvert, mais disons intellectuellement fort ou je ne sais pas comment le dire. Là. Souvent, c'est des gens plus brillants, à mon avis, mais disons qu'ils vont être... ils vont pas être à la solde de l'argent, mettons, à notre époque. Hein. Et ces gens-là sont une minorité. Hein. Ça en dit long.
Ça veut dire que le reste, il faut la questionner un peu, mais, mais joue un rôle important là, par rapport au reste de la société, parce que c'est des gens souvent qui vont être impliqués dans d'autres mouvements, dans le reste de la société, puis que ce ne sera pas juste un jeu de connaissances d'enseigner des choses puis de retirer un salaire. Il va y avoir un impact social plus grand que ça. Hein? Bon, ceci dit, parmi les gens qui vont venir faire des présentations à une assemblée comme constitution, il va y avoir évidemment un peu des gens du mainstream universitaire sur lequel je vous conseillerais d'être très critique. Il va y avoir des gens plus progressistes ou du moins plus du bord du peuple qui vont tenter de vous donner un peu un point de vue qui est dans l'intérêt plus général. Mais il va aussi y avoir d'autres types de personnes. Et à cause de la réalité universitaire elle-même, surtout à notre époque, on va se ramasser avec des gens aussi, c'est déjà le cas, mais on va éventuellement avoir de plus en plus de gens qui vont être à l'extérieur du système universitaire, mais qui ont des connaissances importantes à partager avec le reste de la société. Et ce phénomène-là, c'est un phénomène en fait historique. Hein? Dans l'histoire, il y a plusieurs des grands penseurs qui ont eu leur production intellectuelle à l'extérieur du système universitaire et qui donc ne faisaient pas partie des gens qui couraient après le statut de prof ou après la reconnaissance de leur père ou ce genre de choses-là. Puis il y a des conflits aussi entre ces gens-là. Hein? Il y a des conflits idéologiques forts, c'est des penseurs, mais il y a des conflits de pensée entre ces gens-là qui parfois font en sorte qu'il y a des gens qui sont exclus du système universitaire à cause de leur pensée. Et donc, il y a plusieurs penseurs dans l'histoire qui ont fait toute leur production intellectuelle à l'extérieur de l'université. La personne la plus, c'est le plus flagrant, qui a eu une influence énorme sur l'histoire du monde dans les 2 derniers siècles et qui n'a, à ma connaissance, jamais mis le pied à l'intérieur d'une faculté en tant que professeur universitaire, et qui n'aurait probablement pas été accepté et qui a passé sa vie, donc plutôt pauvre, à travailler à une bibliothèque à Londres. C'est un monsieur qui, par son humilité, par la persévérance qu'il a eu est admirable. Mais c'est aussi une personne qui a eu une influence intellectuelle sur le reste du monde qui était énorme. Hein? Intellectuelle et aussi pratique. Et cette personne-là, c'est M. Marx. Hein? C'est Karl Marx qui, lui, à cause qu'il était trop à contre-courant, ne pouvait pas intégrer les universités de l'époque. Et puis donc, avec l'appui de certains amis, puis avec sa propre conviction, il a fait son travail à l'extérieur de ce système-là. Évidemment, on peut être pour et contre. Évidemment, c'est une personne, contestée, mais on ne peut pas ne pas reconnaître que cette personne-là a eu une influence, puis a eu une influence aussi intellectuelle importante. Hein? En sociologie, on va vous dire que Marx, c'est quand même un des pères fondateurs, d'une certaine manière, de cette science-là, ou que c'était un des sociologues économistes de l'époque, si on peut dire, ou une personne importante. Mais il y a d'autres personnes aussi. Hein? Un autre exemple qui est moins contestataire en tant que personne, c'est Einstein. Einstein, quand il a fait ses grandes découvertes, il travaillait dans un bureau de brevet. Puis, éventuellement, il était comme, on lui a donné des chaires parce qu'on s'est aperçu qu'il était pas mal fort en physique, mais, sa production intellectuelle la plus importante, ou du moins fondatrice, c'est faite à l'extérieur du système universitaire. Puis pourquoi? Parce que je pense que ces personnes-là ne sont pas nécessairement confortables, des fois elles ne sont pas comprises par le système universitaire, mais sont des fois aussi pas dans un lieu de confort avec des contraintes comme ça, comme il existe à l'université. Ça dépend évidemment, à l'époque c'était peut-être encore pire qu'aujourd'hui, mais il y a des personnes qui tout simplement ne fonctionnent pas bien dans des institutions. Une autre personne qui est redécouverte aujourd'hui est un économiste du nom de Thorstein Veblen. Et puis Veblen a été redécouvert parce qu'il a avancé des idées en économie qui font beaucoup sens aujourd'hui pour le mouvement écologiste, entre autres. Mais ce qu'il disait, lui, c'est que la valeur d'un produit ne dépend pas juste de son utilité, comme le
le disaient les économistes, mais il dépend aussi de ce qu'il apporte comme valeur au statut de la personne. En gros, là, je vous simplifie ça, mais c'est peut-être pas la meilleure... enfin, c'est un des éléments qu'il a dit. Hein. Mais, et puis donc, lui, ce qu'il disait, c'est que tout ce que l'économie disait, finalement, il s'était trompé comme dans un de leurs postulats de base, puis qu'il avait tort. Puis en plus, c'était quelqu'un d'un petit peu... c'est un petit peu quelqu'un de peut-être polémique. Et puis M. Veblen, donc, s'est fait mettre en dehors des facs d'éducation pratiquement. Je ne sais pas s'il est parti de son propre gré ou si on lui a mis le pied au derrière, mais lui, il trouvait plaisir à aller couper du bois chopper du bois à son chalet, entre guillemets, puis à penser, puis à écrire. T'sais. Puis donc, il n'a pas nécessairement fait l'ensemble de sa production dans le système universitaire, puis il en a été exclu. Mais pourtant, ces gens-là, de manière incontestable, puis là, il y aurait bien d'autres exemples, peut-être moins connus, mais aussi importants, ont évolué à l'extérieur du système universitaire en tant que tel. Et donc, c'est important pour un groupe comme Constitution, mais aussi pour des citoyens tirés au sort, de réaliser que la science dans la société, ou la connaissance, elle est de différents types, puis il peut y avoir des informations ou des idées très importantes qui se trouvent à l'extérieur des pensants plus mainstream, entre guillemets, qui vont se trouver souvent dans le système universitaire, qui vont avoir suivi le cours là, de faire maîtrise, doctorat, puis de rentrer dans le moule, si on peut dire. Il y a des gens qui vont sortir de ça, puis qui éventuellement vont peut-être être réintégrés ou leur connaissance va être reconnue par le reste, mais qui vont la produire à l'extérieur. Et puis finalement, il y a aussi d'autres personnes qui, elles, vont avoir une expérience plus immédiate des choses dans différents mouvements, ou même professionnellement, et qui vont avoir non seulement des idées puis des projets pour une assemblée comme une assemblée constitutionnelle, par exemple, mais qui elles, bon, par exemple, vont être dans les mouvements sociaux puis tout ça, mais je pense à des gens aussi qui, parfois, ont comme des gens de héros locaux, là, qui ont fait des choses importantes localement, mais qui ne sont pas dans ces choses-là de monde académique et tout ça. Et souvent, ces gens-là vont avoir des propos qui sont très justes et très visionnaires d'une certaine manière, et ils vont peut-être pas les exprimer de manière la plus élégante tout le temps. Ça va peut-être être des critiques un peu acerbes, ça va peut-être être aussi parce que ces gens-là, c'est pas des beaux parleurs, entre guillemets, là, puis ils vont dire les choses un peu plus sèchement ou tout simplement maladroitement pour certaines personnes, mais qu'il y a quand même une information intéressante pour le reste de la société chez ces gens-là. Et donc, les citoyens, encore une fois, vont devoir être capables ou être en mesure, dans certains cas, d'apprécier l'apport de ces personnes-là. Tout ça pour dire que, essentiellement, dans une société, on a des lieux où on associe savoir à ces lieux-là, notamment l'université. Au Québec aussi, excusez-moi de refaire une autre parenthèse, mais on a aussi tous les cégeps. Puis les profs de cégep ont un statut formellement un petit peu comme ils enseignent à un niveau préparatoire pour l'université. Sauf que les profs de cégep ont un avantage énorme sur les profs de l'université, c'est qu'ils ne sont pas pris dans l'hyper-spécialisation. Oui, ils ont des domaines, mais ils ont le loisir de réfléchir un peu plus largement à leur société. Puis ils ont aussi un ensemble de jeunes qui sont devant eux qui sont un peu différents que ceux qui vont à l'université après. Hein? Donc, ils ont une réalité des étudiants qui sont là qui est différente de celle de l'université un peu. Et évidemment, il y en a qui commencent là, qui vont à l'université, mais il y en a d'autres qui vont aller faire des techniques et qui vont étudier d'autres choses. Et donc, ces gens-là aussi vont avoir des propos intéressants à faire sur la société. Et puis là, je ne suis pas en train de dire que ce que je veux faire, c'est que je ne suis pas en train de dire que c'est juste ces gens-là qu'il faut écouter ou que ces gens-là vont avoir une priorité, entre guillemets, mais je suis bien conscient que quand quelqu'un connaît un sujet, l'Assemblée va éventuellement le réaliser et risque de donner un peu plus de temps à ces gens-là parce qu'ils ont peut-être réfléchi plus à la situation. Mais évidemment, un des autres mandats de l'Assemblée, c'est de sortir de tout ça, puis d'aller voir les citoyens dans les diverses
les différentes facettes, les différents types de citoyens et citoyennes qu'il va y avoir, avec les différentes professions, les régions et tout ça, les âges aussi, et de tenter de faire un certain sens à l'intérieur de tout ça. Et personnellement, si j'étais vous, j'aurais une attention particulière aussi dans ces délibérations-là aux jeunes. Parce que je pense que les jeunes vont vous donner, peut-être pas les solutions tout le temps, peut-être des fois, mais vont au moins être en mesure, bien souvent, d'identifier les grands problèmes puis de dire les choses telles qu'ils sont. Ils sont un petit peu moins prises dans ces games-là. Et puis, les jeunes, souvent, vont vous communiquer des choses qui sont peut-être plus essentielles que ce que les autres vont faire. Et donc, je me demandais si je ne ferais pas une parenthèse sur les étudiants universitaires en parlant des jeunes. Je ne sais pas si c'est approprié, mais bon, une manière de... Si on voulait régler le problème de l'université, je sais que ce n'est pas le sujet là, dont on traite ici exactement, mais si on voulait remettre les pendules à l'heure à l'université, ça pourrait être un sujet qui va devant une assemblée constitutionnelle, puis comment est-ce qu'on pourrait avoir des universités qui fonctionnent mieux. Si on voulait faire ça, un des éléments critiques, ça va être de donner plus de pouvoir en fait aux étudiants. Ça va être à l'intérieur des universités, les étudiants ont à l'heure actuelle pas grand pouvoir pour la sélection des professeurs, puis le rectorat et tout ça, mais si les étudiants avaient un pouvoir, pas absolu évidemment, mais significatif, ils vont pouvoir servir un petit peu de chien de garde par rapport à des tendances qui ne sont pas nécessairement bonnes pour le reste de la société, parce que l'influence de l'université dans la société est quand même importante. À terme surtout, c'est quand même ces gens-là qui forment les futures personnes qui vont avoir des fonctions les plus importantes enfin les plus influentes dans notre société. Évidemment, pour l'individu d'un certain point de vue, c'est très relatif, s'ils sont plus importants ou non, mais en termes d'influence, c'est clair que ces gens-là forment des gens d'influence pour le futur. Et donc la question universitaire a une incidence sur le reste de la société qui est très grande. Puis, un exemple de ça, là je dérive un peu beaucoup, mais c'est pas grave, j'aime bien ça. Un exemple de ça, c'est que, parce que là je parlais à l'intérieur de l'université, mais c'est que dans tous les pays du monde, les étudiants universitaires ont souvent et tout le temps été, ils le sont peut-être toujours, des lanceurs d'alerte, si on peut dire. Si on regarde, mettons, les étudiants ont souvent pris la rue puis sont allés dehors pour demander des changements dans la société qui étaient, en bon anglais, si vous m'excusez, overdue. Que ça faisait longtemps qu'on aurait dû faire, mais qu'on ne le faisait pas. Puis les étudiants, eux, se sont un peu lancés dans la chose pour que ça se fasse. Il y a un ensemble de révolutions dans le monde qui ont commencé dans les universités. Je pense à la révolution cubaine, par exemple. Il y a des mouvements qui ont des fois commencé là, qui n'ont pas abouti, ou qui ont eu une influence moindre qu'une révolution, évidemment. Je pense en l'Iran, récemment, les étudiants parfois sortent dans la rue puis protestent un petit peu certaines choses qu'ils considèrent inacceptables dans le régime. Et ça se fait bien sûr ailleurs. Au Chili, tu as des mouvements étudiants qui étaient très importants aussi. Et au Québec, on est quand même connu, on a quand même développé en France aussi, mais au Québec en particulier, on a développé pratiquement une culture estudiantine qui se permet de temps en temps de prendre la rue pour porter un message à sa société. Puis un des éléments importants pour illustrer ça, mais expliquer l'importance de l'étudiant universitaire dans le système et dans la société, puis l'influence de ces lieux de savoir-là. Parce que l'étudiant universitaire, lui, il étudie. Il n'est pas pogné à préparer des cours. Il s'en va au cours, puis des fois, il a le temps de faire d'autres affaires. Fait qu'il a accès à la connaissance, mais aussi une liberté, puis il a évidemment la force et la vigueur de la jeunesse. Et de ce fait-là, ces gens-là sont dans une situation où ils peuvent, puis évidemment, parce qu'ils sont jeunes, ils veulent que leur société ait du bon bord pour l'avenir. Ils sont dans une situation où ils peuvent souvent donner le pouls
ou prendre l'avant, ou, comme je le disais un peu, faire les choses quand d'autres acteurs sociétaux ne le font pas. Et puis une des choses que je trouvais intéressante dans les événements de 2012, quand M. Charest était au pouvoir, je ne sais pas s'il mérite exactement le titre de monsieur, là, ce Jean-là, mais quand Jean était là, les étudiants ont contesté une décision du gouvernement libéral par rapport aux frais de scolarité. Ça, c'était la petite histoire. Mais la grande histoire de ce mouvement-là, elle était un peu plus large que ça. Puis la grande histoire de ça, c'est que tu as quelqu'un qui est venu au Québec pour tenter de, essentiellement, écraser les Québécois, qui s'appelait M. Jean Charest, puis ça a été préparé par un ensemble de personnes, entre autres à Ottawa, qui sont venues pousser pour que cette personne-là démantèle un peu la puissance économique du Québec, démantèle la fibre morale du Québec, démantèle aussi la capacité politique du Québec d'aller de l'avant. Et parce qu'après le référendum de 1995, on ne voulait pas que le Québec se sépare, hein, essentiellement. Et peu importe la position qu'on a, c'est objectif que les fédéralistes à l'époque ne voulaient pas que ça se fasse. Et quand M. Charest est arrivé au pouvoir, il y a une personne en particulier au Québec, c'est important de le noter, parce que, encore une fois, lui était à la marge du système académique, entre autres, t'sais, qui, lui, a écrit des livres sur le sujet, puis il a dit aux Québécois, faites attention, là, ce monsieur-là, il est venu pour une cause au Québec, puis il va vous fourrer, il va vous crosser. T'sais. Lui, il nous a dit que Jean Charest, c'est un crosseur, avant qu'il vienne, puis qu'il nous démontre, après ses 9 années de pouvoir, que c'était effectivement un crosseur d'une magnitude notable. Et ce monsieur-là, enfin, il n'y a pas juste lui, mais il y a les gens autour de lui. C'était Patrick Bourgeois, qui était un petit, qui runait un petit journal qui s'appelait Le Québécois, et qui a insisté sur le fait, avec ses compagnons, qu'il ne faut pas négliger, là, c'est pas juste une personne, mais le mouvement de ces personnes-là a insisté sur le fait que cette personne-là avait des intentions extrêmement néfastes pour le Québec. Plus tard, les Québécois se sont aperçus qu'évidemment que le prophète qui prêchait dans le désert avait raison. On ne l'a pas reconnu, mais moi je le dis. Hein? Puis ensuite, ce qui s'est passé, c'est que là, on a vu des scandales sortir de ce gouvernement-là comme ça ne se pouvait pas. Hein? Scandale libéral après scandale libéral. Et puis, les différents acteurs formels de la société, comme le truc des ingénieurs, puis même le syndicat des policiers, puis plein d'autres acteurs se sont dit, mais c'est inacceptable. Tu sais, quand le syndicat des policiers sort pour dire ça, à un moment donné, il faudrait se réveiller. Hein? Mais, parce que c'est quand même un syndicat qui va rester plutôt, qui ne va pas avoir tendance à se lancer dans ce genre de commentaires-là, sans pas que c'est nécessaire. Tu sais. Et puis, mais il y a plein d'autres acteurs, évidemment, qui ont fait une critique importante de ce gouvernement-là au fil et à mesure qu'on voyait ce qu'il était en train de faire. Mais c'est qui a mis le pied au derrière de de Jean? Ça a été les étudiants. Hein? Ça a été les étudiants quand ils ont dit non, tu ne vas pas faire ce que tu veux faire à l'université. Puis ils ont pris la rue, sont allés dehors, puis ils ont aussi, mobilisé le reste de la population québécoise qui les a suivis. Et M. Charest a tenté de contourner la situation puis de l'utiliser à son avantage, mais il s'est fait avoir et puis il a été mis en dehors du pouvoir, entre autres par le mouvement étudiant. Mais ce sur quoi je vais insister, c'est que la grande histoire de ce mouvement-là, c'est que les étudiants ont été ceux qui ont mis leur culotte et qui l'ont fait. Hein? Tandis que les policiers l'ont dit, les ingénieurs l'ont dit parce qu'ils étaient forcés de le dire, parce qu'ils étaient eux-mêmes compromis, puis plein d'autres acteurs le disaient dans les médias, puis tout ça, mais les étudiants, eux autres, l'ont fait. Et ça illustre un peu à la fois l'importance de l'institution universitaire, mais aussi l'importance de l'étudiant à l'université et dans le reste de la société. Bon, là, je sais que je dérive un petit peu beaucoup, mais c'est pour expliquer que, essentiellement, l'université, oui, mais faites attention. Il y a d'autres choses à côté, puis il y a d'autres acteurs qui peuvent avoir peut-être moins de statut et de crédit dans l'immédiat, mais si vous prenez le temps de les écouter, puis d'écouter leurs arguments, que vous allez voir que les idées qui sont là sont peut-être plus intéressantes que celles qui sont dans le mainstream, entre guillemets, là, universitaire.
Je sais que c'est dur de dire ça à des citoyens parce qu'on voudrait, tout le monde, un peu s'imaginer que des personnes dans des situations d'autorité sont nécessairement les plus aptes, les plus capables et les mieux intentionnés. Mais hélas, à cause de la réalité de notre société aujourd'hui, du moins, c'est pas tout le temps le cas. Et l'université en fait partie de ça, hein, fait partie des institutions où le pouvoir fait partie de leur réalité. Hein. Dans ce cas-là, c'est un pouvoir qu'on pourrait appeler culturel, c'est un pouvoir de la connaissance. Mais la connaissance, c'est extrêmement important et c'est un aspect crucial de l'exercice du pouvoir. Et donc, c'est essentiellement ce que je voulais dire et vous inviter à avoir un esprit essentiellement très large dans votre approche de l'intelligence sociétale, de l'intelligence qu'il y a dans la société. Et comme je le disais dans la première partie là, ou le vidéo précédent qui fait la première partie de cette section-ci, d'aller jusqu'à aussi sortir des gonds nationaux ou de notre langue, puis d'aller voir ailleurs aussi, dans d'autres nations, dans d'autres pays, dans d'autres mouvements, groupes qui existent sur d'autres continents ailleurs. Ce qui se fait est d'inviter certaines personnes à partager leur expérience, même s'ils ne sont pas nés ou même s'ils ne vivent pas au Québec. Et je pense que si une assemblée puis là, évidemment, on va peut-être pas aller demander à ces gens-là, bon oui, j'allais dire non. Quand on parle, mettons, de l'Assemblée constitutionnelle, on pourrait imaginer qu'on lance un appel dans le monde, dites-nous ce que vous pensez qu'on devrait, sur quoi on devrait prioriser nos débats constitutionnels. Ça, c'est peut-être un peu fort, mais ça pourrait se faire. Mais dans les débats, une fois qu'on a sélectionné des débats à l'intérieur de ça, qu'on décide par exemple de changer le mode de scrutin, là, ce serait extrêmement intéressant d'aller chercher des gens en Scandinavie, puis leur dire, venez nous expliquer comment votre patente fonctionne. Hein? Au lieu d'avoir un prof de l'Université Laval qui vous dise ce que lui pense de là-bas, si on a les moyens de le faire, ben, pourquoi pas? Ce ne sera pas très cher là, de payer un vol pour quelques personnes comme ça qui viennent nous expliquer, eux, dans leur pays, comment que ça fonctionne là-bas. Puis, on peut aussi leur poser une question B qui est, à votre avis, qu'est-ce qu'on peut faire pour rendre ça meilleur? Est-ce qu'on pourrait créer un système qui est meilleur que ça? Comment est-ce qu'on pourrait l'améliorer, votre système qui existe? Puis là, on aurait une bonne nourriture intellectuelle pour les citoyens, puis on aurait des idées intéressantes, plus que si on stick, entre guillemets, là, en très mauvais québécois, aux institutions qui existent dans notre grand, mais aussi notre petit Québec démographiquement. Et donc, là-dessus, je vous dis à tout de suite. Dans les prochaines discussions, je vais parler, comme je vous le disais, là, de modèles politiques qui utilisent le tirage au sort de manière plus étendue que juste une assemblée constitutionnelle. Et ensuite, d'autres idées de changement structurel comme ça, dans la présentation subséquente, qui vont vous donner une idée de jusqu'où une assemblée comme ça, ou de quel genre de débat elle pourrait avoir. Parce que ce n'est pas des débats qu'on peut vraiment tenir à l'heure actuelle à cause de la fermeture de notre société sur ces questions-là, parce qu'on n'a pas de lieu de débat constitutionnel dans notre société. Hein? Parce que ce pouvoir-là a été, je me répète là, mais encore une fois, mis à l'écart des mains de la population et du peuple. Voilà, donc je vous reviens tout bientôt sur ces sujets-là.